Bonjour et bienvenue à tous. J'ai l'immense plaisir de vous présenter aujourd'hui la première dame de la République, Madame Martine Moïse. Madame Martine Moïse, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur de vous recevoir à Métropole. Et je dois rappeler aussi que c'est une première. Merci. Bonjour Sabine, bonjour aux auditeurs de Radio Métropole. C'est un immense plaisir pour moi également d'être avec vous et de partager ce petit moment de bonheur avec vous. Parce que tout le monde dit qu'on voit la première dame à la télé, qu'on voit la première dame par-ci, qu'on voit la première dame par-là. Personne ne connaît pas vraiment ce que fait la première dame. Donc, elle est là pour partager avec les auditeurs de Métropole et tous les Haïtiens qui écoutent Métropole, pour partager sa vie, pour partager ses activités, pour partager ses joies et ses peurs également Oui. avec les auditeurs. Donc ça me fait très plaisir d'être là. D'accord. Alors, corrigez-moi si je ne me trompe. Vous êtes né le 5 juin 1974. En effet. Donc, vous avez 43 ans. Oui. C'est bien ça. Vous êtes né à Port-au-Prince, mais vous avez vécu à Port-de-Paix. Oui. Oui. Pendant votre petite enfance, c'est ça? Oui, en effet. Ensuite, vos études primaires et secondaires, vous les avez fait à Port-au-Prince, au collège Roger Anglade. En effet. Oui. Vos études universitaires en interprétariat à l'université Quisqueya. Oui. Et après votre mariage avec le président Jovenel Moïse, vous avez vécu au Cap-Haïtien. Comment expliquez-vous ce va-et-vient entre Port-au-Prince et la province? Ce va-et-vient était un va-et-vient obligatoire parce que après notre mariage, il nous fallait nous reconnecter parce qu'on est parti pour Port-au-Prince, nous deux. Quand je dis nous deux, parce que chacun de son côté, quand on était petit, Oui. nous sommes venus à Port-au-Prince, c'est parce que dans la province où nous vivions, il n'y avait pas vraiment une école et assez bonne. Oui. Donc nos parents ont voulu, pour pas faire nos éducations alors à tous les deux, venir à Port-au-Prince. Mais là, Port-au-Prince ne nous a pas vraiment attirés. Donc, on a vécu à Port-au-Prince, mais chacun de notre côté, nous n'avons pas vraiment aimé. C'est la raison pour laquelle, chaque fois qu'il y a une semaine ou deux, nous allions en province. Nous allions pendant les vacances de Noël, nous allions pendant les grandes vacances, les vacances de Pâques. Donc, chaque fois qu'il y a une occasion de se rendre en province, nous y allions. Parce que, pour nous, la province, c'est notre âme, c'est nous-mêmes. Donc, on vivait à Port-au-Prince parce qu'il nous fallait vivre à Port-au-Prince. Mais c'est pas parce que nous aimions. Donc, la première occasion, exactement, la première occasion que nous avons eue de laisser définitivement Port-au-Prince, nous Vous sommes l'avez partis. fait. Oui. Mais vous avez dit que vos parents voulaient chacun de leur côté que vous veniez à Port-au-Prince pour pas faire vos études. Quand je dis nos parents, je parle des parents de Jo et de nos parents. Oui. De mes parents alors. Oui. Ça veut dire qu'on ne se connaissait pas, mais notre histoire était pratiquement pareille. Ah, d'accord. Ok. J'ai pensé que vous vous connaissiez déjà. Non. On s'est rencontrés seulement à l'université. Oui. Alors, en faisant ce va-et-vient entre la province et la capitale, vous avez vécu proche de la paysannerie haïtienne. Est-ce que vous pensez que cela a été une expérience profitable qui peut vous servir aujourd'hui? Oui, je pense que laisser Port-au-Prince y aller en province nous était vraiment profitable. Ça nous a permis de comprendre certaines choses. Parce que à Port-au-Prince, il y a une façon de voir les choses qui est différente de la province. Et au niveau de la province, quand tu dis à quelqu'un, quand tu parles à quelqu'un et que tu lui dis quelque chose, la personne dit, mais oui. Mais la personne a quelque chose en tête. Ce qu'elle a en tête, c'est ce qu'elle va faire. Parce qu'elle a sa façon de penser. Et une personne de la province ne permet pas que vous veniez avec une chose bien définie et puis vous appliquez. Non. En province, il y a une façon de faire les choses et c'est leur façon qu'ils veulent toujours garder. Ils ne veulent pas perdre leur identité. C'est une façon de vivre différente. Différente, exactement. Donc, ils disent, mon c'est pas pourquoi je suis sorti la ville de sortir, pas contre qui problème mon nan. Donc, tu vois, c'est une façon de faire. Donc, pour entrer dans leur monde, c'est tout un mystère qu'il faut percer. Donc, ça nous a pris des années parce que quand nous sommes arrivés, ils nous ont pris comme pour des citadins, qu'en fin de compte, nous étions. Mais c'est nous qui savons que dans notre cœur, nous étions de la province. Alors,
Madame Martine Moïse, aujourd'hui, en 2017, vous êtes première dame de la République. Si quelqu'un, en quelques mots, devait vous décrire, quels seraient, d'après vous, les mots appropriés? Pour me décrire, je suis une grande timide, Oui. même si ça ne paraît pas. Je suis une battante. Oui. Dès que je me suis fixé un but, je vais me battre jusqu'à ce que je l'atteigne. Je suis très patiente parce qu'avec mes enfants qui sont des teenagers, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'avec eux, on ne peut pas y aller fort. Oui, Pour dire je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. c'est ça. Parce que nous ne sommes pas tout le temps ensemble. Quand tu dis que je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, quand tu n'es pas là, ils vont faire ce qui est interdit. Mais c'est leur dire avant tout, voilà ce qu'il faut faire, chérie. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Si tu fais ça, voilà ce que tu peux avoir comme résultat. Mais c'est leur donner aussi un champ où ils peuvent faire leur propre expérience tout en les protégeant. Leur donner l'impression, je dis bien l'impression, qu'ils sont libres, qu'ils peuvent aller où ils veulent. Mais tout de loin en leur surveillant. On m'appelle toujours mère poule, mais je me résigne. Bon, c'est pas une mauvaise chose, moi, je Oui, trouve. en effet. Oui, il faut être là pour les protéger, Oui, même si leur donner du lest de temps en Exactement, temps, mais exactement. Tirer aussi sur la corde lorsqu'il le faut. Exactement. Il faut trouver la balance, j'imagine. C'est ça. Parce Oui. que là aussi, tu les mets en confiance. Parce que quand ils sont en confiance, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils viennent te trouver. Mamie, il y a telle chose qui ne va pas, qu'est-ce que je fais? Voilà, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Mais et surtout, ne jamais les mentir. Parce que si tu leur mens, ça va causer toute... comment je dis, c'est leur monde qui va s'écouler. On perd Parce leur qu'ils confiance. Exactement, parce qu'ils te font confiance et là maintenant tu leur mens. Donc non, ça ne marche pas. Ne jamais leur mentir. C'est ça. Et dès le premier jour d'entrée en fonction du président, certaines personnes ont critiqué votre façon de vous habiller. Oui. Alors, que dites-vous à cela? Mais de toutes les façons, aujourd'hui, je n'ai cela, aucun reproche à vous faire parce que vous êtes parfaite. À cela je dis merci parce Oui. que en quelque sorte ce lot de critiques. Oui. Parce que j'étais qui avant? J'étais personne. Personne ne connaissait Martine Moïse. Donc c'est toutes ces critiques-là qui ont poussé tout le monde à mais c'est qui? Tout le monde se pose la question et maintenant on cherche à connaître Martine. Et grâce à eux, aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis célèbre. Mais ça vous a rendu service quand même. Ça m'a rendu service en quelque sorte. Oui. Donc, le mot que j'ai beaucoup aimé, c'est quand elles me disent la femme drapeau. Mais Oui, le drapeau national. exactement. Alors. Mais il faut que je leur dise, j'avais trois habits prêts pour la cérémonie. Les trois étaient bleus et rouges. Donc, peu importe ce que j'avais porté ce jour-là, j'allais être critiquée. Quand même. Mais c'est pas grave. J'ai voulu servir mon pays. Donc, cette robe a symbolisé les 22 mois de campagne que j'ai passé, 22 mois de douleur, 22 mois de sueur, 22 mois de pleurs. Et en fin de compte, aujourd'hui, j'ai fini par arriver. Mon but est là devant moi. J'ai pu le saisir. Donc, ce serait encore du bleu et rouge. Parce que le bleu et le rouge, je le porte dans mon cœur. Parfait. Alors, là, ils ont leur réponse. En effet. D'après vous, pourquoi cette tenue a-t-elle suscité autant de commentaires, autant d'attention? Je ne sais pas, parce que dans leur tête à eux, ils ont une façon de voir la première dame. Et le fait qu'ils n'ont pas eu la première dame qu'ils ont souhaité, ils se sont sentis comme... Ils sont en quelque sorte fâchés. Donc, c'est comment vous dame s'habiller là? Mais pas comment le premier dame qu'on habillé. Mais c'est que moi, je veux ne pas perdre ce qui fait l'essence même de Martine Moïse. Je veux la garder avant et après d'être une première femme. Cette Martine Moïse-là, je veux la garder telle qu'elle. Et ça, j'aurai plein de critiques pendant tous les 5 ans. Et je suis prête. Et c'est inévitable. Oui. On ne peut pas plaire à tout le monde. Exactement. Exactement. Alors, votre rencontre avec le président, c'est une question que beaucoup de personnes oui. attendent. Oui, comment cela s'est-il passé? Oui. Est-ce une simple histoire d'amour? Alors, Oui, racontez-nous. C'est une histoire qui a commencé toute simple. C'était un jour à la cafétéria de Kiskia. Et je me suis assise à un banc et il était à l'autre. Et quand je me suis retournée, et j'ai vu qu'il me regardait. Je l'ai regardé, mais tu sais que, étant comme grande timide, j'ai foncé les sourcils, puis ça me suis ça rien à regarder là.
Et puis, je me suis retournée. Et puis, j'ai continué avec ma nourriture. Et puis, en me retournant, je vois qu'il me regardait encore. Et le lendemain, je suis revenue. Il était à la même place et me regardait de la même façon. J'ai encore regardé. Et je me suis dit, bon Dieu, pas fait une examen, j'étais à côté de Nana. Comme s'il avait entendu ce que j'avais dit dans mon cœur. Il est venu s'asseoir. Il est venu s'asseoir, on a commencé à parler. Je me dis, oh, mon cœur me dit, on n'est pas vu mal, c'est ça, non? Et on a parlé, et voilà. Et depuis ce jour, on ne s'est plus quitté. Waouh, c'est une belle histoire d'amour. Alors, et quel genre d'homme est Jovenel Moïse? Est-ce que... Il est très difficile à vivre, comme tous les hommes haïtiens. Exigeant? Très. Oui. Très exigeant. Mais pas impossible à vivre. Il a un côté chou, un côté, je dirais, câlin, comme tu as toujours envie de le prendre dans tes bras et de le bercer, même quand il est grand. Il est affectueux. Il est très affectueux. Oui. Il est un bon père de famille, bien qu'il n'a pas beaucoup de temps pour sa famille. Oui. Donc, ce qu'on fait, les enfants et moi, puisqu'on a vu beaucoup de femmes se plaignent parce que leur mari les trompe avec une autre femme. Nous, les enfants et moi, Jovenel nous a toujours trompés avec son boulot. Je dis, bon, au lieu de me battre contre le boulot, on nous entre là dans le monde. Et c'est comme ça qu'on est tombé amoureux aussi de son travail. Parce que son travail, c'était avant tout l'agriculture, c'était avant tout, il est bricoleur. Oui. Tout ce qui est, il peut venir là et oh ça gagne, bon, il vient, il est rangé. Donc c'était très passionnant parce que c'était nouveau pour nous. Et nous étions femmes et enfants. Parce que les enfants très tôt, ils ont commencé. Actuellement, mon fils, c'est lui qui est à l'usine parce que nous n'avons plus de temps. Oui. C'est lui qui est retourné à l'usine. C'est lui qui fait fonctionner tout ça. Vous aviez une usine? Oui, une usine de traitement d'eau. C'est à Aubert. Ah, d'accord. À 3 km de Port-de-Paix. Et c'est ce que vous faisiez avant? Oui, oui, c'était l'autoport, c'est l'usine. Donc, c'est lui qui est retourné à l'usine. Là, maintenant, il a un plan pour redémarrer parce que nous avions le jus avant qui s'appelait Jean Morpidous. Donc, il prévoit de revenir avec Jean Morpidous, tout ça. Mais pourquoi? C'est parce que quand il était petit, il partageait déjà la vie de son père. On se plaignait qu'on avait comme si qu'il ne nous donnait pas assez de temps. Donc là, maintenant, puisque nous étions avec lui au boulot, nous avions tout le temps qu'il nous fallait. Donc, plus besoin de se plaindre, puisque nous étions là, nous l'aidions, et avec nous, ça marchait plus vite. Alors, c'était comme une façon de concilier. Exactement. Vie de famille. Exactement. Et travail. Donc, au lieu de rester à la maison, de dire, ton papa n'est pas là, mon mari n'est pas là. Regardez l'heure qu'il n'est pas encore rentré. Et il n'est pas loin, il est tout près. Donc, nous sommes descendus. Nous l'avons aidé comme nous pouvions. Mais c'est une chance quand même. Oui, c'est vrai. C'est parce que c'est pas facile non plus. Oui. Donc, ça nous a permis de passer beaucoup plus de temps ensemble et de faire tout en famille. C'est bien. Bon, Jovenel est entré en fonction, ça fait 6 mois. Vous êtes devenue la première dame d'Haïti. En effet. Alors, comment est-ce que vous vivez cette expérience? Bon, c'est une expérience qui est très difficile. Parce que c'est pas... Comme je dis toujours, il n'y a pas une école où on vous apprend à être première dame. Pour moi, être première dame vient déjà de son cœur. C'est comme être une mère. Donc, au lieu d'avoir 2 enfants, maintenant, on a plusieurs millions. Des besoins qu'ils ont, de ce que tu dois faire pour eux. Donc, c'est assez compliqué. Mais quand tu aimes la chose que tu fais, ça ne devient pas impossible. Donc, ça te permet de vivre au jour le jour et de ne pas voir le temps passer. C'est pourquoi 6 mois, je pensais que 6 mois allaient être beaucoup plus long que ça. Donc, c'est mettre au point, c'est continuer avec ce que tu avais en tête de faire pour tes millions d'enfants. Mais 6 mois, est-ce que vous voyez plus ou moins clair devant vous? Est-ce que vous avez plus ou moins une vision de là où vous allez? Au tout début, c'était pas du tout clair parce que pour moi, il y a tellement de choses à faire. Je me demandais, est-ce qu'il ne me faudrait pas 2 ou 3 vies pour pouvoir réaliser tout ce qui est à faire? Mais au bout de quelques temps, je me suis dit, bon, tu peux pas changer le monde, Martine. Donc, il te faut faire un choix. Donc, j'ai choisi la petite enfance. J'ai choisi de travailler avec et pour les enfants de 0 à 5 ans. Donc, c'est pourquoi tout ce que je fais, c'est en fonction d'eux. Tout ce que je fais, c'est avec eux. Tout ce que je fais, c'est pour eux. C'est l'une des actions humanitaires que vous avez choisi de vous dédier, c'est aux enfants. Les enfants ont faim, ils sont nus, ils doivent aller à l'école, ils ont plein de problèmes. Mais il fallait commencer quelque part.
je dis que je veux travailler avec et pour les enfants, je ne sais même pas combien d'enfants est-ce que j'ai réellement. Puisque les chiffres qui sont là, ce sont des chiffres approximatifs. Je ne sais même pas où, au niveau du pays, mes enfants se trouvent. Quelle quantité il y a dans le nord, quelle quantité il y a dans le sud, etc. Donc, ce que j'ai commencé avec, d'emblée, c'est pouvoir identifier les enfants. Je me suis mis avec ONI, avec le ministère de la Justice, avec les archives nationales, tout ça. Pour avoir une idée des chiffres. Exactement. Pour pouvoir identifier les enfants, j'ai commencé dans les hôpitaux. Je vais, quand le programme sera bien établi, et bifurquer dans les écoles. Parce que je sais que dans les écoles nationales, il y a plein d'enfants qui ne sont pas enregistrés non plus. Donc, je vais continuer à enregistrer mes enfants pour pouvoir bien établir mon programme. Et votre programme consiste en quoi? Mon programme consiste, premièrement, à nourrir les enfants, surtout au niveau des écoles. C'est pourquoi je travaille en étroite collaboration avec Madame Fanès de PNCS pour pouvoir nourrir les enfants. Je fais un plaidoyer auprès du président pour voir dans quelle mesure où l'État pourrait investir également pour que les enfants puissent être nourris. Parce que à près de 90%, l'aide nous venait de l'extérieur. Donc, il nous faut une part beaucoup plus grande de participation dans les écoles pour pouvoir nourrir les enfants. Et avant tout, utiliser les produits locaux. Parce que si vous consommez local, les gens vont vouloir produire beaucoup plus. Donc, c'est comme une chaîne. Donc, ils produisent plus, vous consommez plus, ils ont beaucoup plus d'argent, donc ça va pour tout le monde. Et vous êtes souvent main dans la main. Alors, est-ce que c'est une obligation ou est-ce simplement une complicité naturelle? J'ai l'impression que c'est par habitude. Oui. C'est par habitude. Partout où on allait, on était toujours main dans la main. Donc, ça nous est resté et bon. C'est naturel. C'est naturel. Oui. Alors, en tant que première dame, que pensez-vous être votre rôle auprès du président? Mon rôle premier, pour moi, c'est pouvoir le conseiller. Parce que il entend tout, mais il doit, au bout du compte, faire une synthèse et prendre une décision finale. C'est là où j'interviens, voir avec lui cette décision. Est-ce que c'est la meilleure? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire ça autrement? Est-ce qu'il faut prendre cette décision-là maintenant? Est-ce qu'il ne faut pas attendre un petit peu plus tard? Donc, c'est tout. Pour moi, mon premier rôle aux côtés du président, c'est celui de le conseiller et de le bien conseiller. C'est pourquoi je suis obligée de toucher à tout, de voir partout comment ça se passe, de lire beaucoup, de parler à beaucoup de gens, beaucoup de points de vue et pouvoir faire des analyses moi-même et enfin discuter avec lui. Votre mari projette l'image d'un homme passionné. Il est passionné par l'agriculture. Il a fait campagne sur l'agriculture et il parle d'utiliser la terre, le soleil et l'eau pour faire revivre l'agriculture de son pays. Il promet aussi l'électricité dans 2 ans sur tout le territoire. Beaucoup de gens peinent à croire à ces promesses. Que dites-vous à ces gens? Ce que je dis, dès que Jovenel Moïse vous dit qu'il va faire quelque chose dans un laps de temps donné, c'est que dans son esprit, il l'a déjà fait. Dans son esprit, il a déjà tout planifié et voit les embûches qu'il va avoir et les a déjà résolues. Il a déjà pris toutes les dispositions. Quand il dit qu'il va donner dans 24 mois de l'électricité 24 heures sur 24, c'est pas un jour on va se réveiller et puis tout le pays est allumé. Donc c'est au fur et à mesure qu'il va travailler dessus. Là maintenant c'est dans la grandeur qu'il travaille. Il y a une commune qui va être électrifiée. Une fois cette commune électrifiée, ça va. Il va continuer dans les autres jusqu'à arriver à Port-au-Prince et dans le nord, etc. à travers tout le pays. Alors en Haïti, il y a surtout ce problème, on fait des choses, on réalise beaucoup de choses, mais on a toujours un problème de maintien de ce qui a été fait. Il y a de ces projets que tu réalises, il est fort difficile qu'après toi, quelqu'un le détruise. Regarde Péligre. Donc, Péligre est encore là. Péligre est encore là. Donc il y a de ces projets, quand tu les planifies et que tu les planifies bien, il n'y a pas moyen de les éliminer quand tu n'es plus là. Donc, même s'il n'y a pas d'équipe de suivi,
proprement dit, parce que après lui ne sait pas le gouvernement d'après quelle priorité qu'il aura. Oui. Donc, il fait ce qu'il a à faire, mais il essaie de faire du mieux qu'il peut pour que ce qu'il a fait soit pérenne. Et mettre les infrastructures en place exactement, pour les infrastructures. La continuité. Exactement. Oui. Lorsqu'on remarque avec quelle rapidité que notre environnement se dégrade, c'est un sujet un peu sensible, mais qui me tient aussi à cœur. La pollution de l'air et la population qui déverse les déchets dans les rues et utilise les rues comme poubelles sans respect pour les autres, l'impuissance des autorités à faire gestion de tout ça. Nous sommes tous concernés. En tant que première dame, que pensez-vous pourrait être fait? Bon, et ce que le président avait prévu de faire pour la dégradation de l'environnement, c'est avoir un espace où les petites plantules seront, on pourrait faire les petites plantules et de là les transplanter. Donc, il avait prévu que ce serait à travers les écoles. Au lieu d'avoir ça comme du volontariat, il allait faire que ce soit obligatoire, que les enfants des écoles plantent. Et peut-être rémunérés aussi. Oui, en quelque sorte. Il n'avait pas parlé de rémunération, mais je pense que ça va venir. C'est dans le plan. Oui. Parce que les enfants, ils allaient être, je ne peux pas dire rémunérés, mais ils allaient avoir une note dans leur carnet. Ou une bourse peut-être aussi. Oui, une bourse, une note dans leur carnet. Ce sont les parents qui allaient en quelque sorte être rémunérés pour pouvoir prendre soin. Parce que des fois, les enfants, quand ils plantent, ils sont à l'école pendant la journée, ils ne peuvent pas vraiment prendre soin de la plante qu'ils ont plantée, mais ils doivent avoir la note. Je pense que les parents vont en quelque sorte les aider pour l'arrosage et l'enfant pourra aller le samedi, par exemple, voir comment est la plante. Évolue, exactement. Oui. Exactement. Il y aura quelqu'un qui suivra avec l'enfant l'évolution de la plante et pour pouvoir donner la note. Pour les détritus, il a fait la commande de plusieurs camions pour pouvoir ramasser des détritus et pouvoir s'en débarrasser. Mais ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Quand les camions vont venir, il va faire des émissions de radio, des campagnes de sensibilisation oui. À travers les dessins animés, etc. Parce que comment ça commence? C'est une personne qui vient et jette, par exemple, cette bouteille. Quand tu reviens, tu vas avoir 3 ou 4 bouteilles. Ensuite, des pelots d'orange. Et demain, ce sera une pile plus grande que toi. Donc, ça commence toujours avec une petite bouteille et puis ça grandit. Oui. Donc, c'est l'éducation qui va permettre aux gens de comprendre que il ne faut pas salir. C'est comme on dit en créole, là où il y a ses salons, peuple là. Donc, si c'est salon, il faut garder ça propre. Donc, il y a les poubelles, on les jette dans les poubelles et on garde la rue propre. Les bars, les boîtes de nuit, les restaurants, les supermarchés, les bacs de marchands dans les rues qui vendent de l'alcool et aux jeunes de moins de 16 ans. Et tout se fait sans régulation, sans contrôle. Et les parents qui démissionnent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, j'en parlais il y a de cela quelques heures et à Cité Soleil parce que j'étais allée pour une activité qu'on faisait pour les jeunes. Qu'il faut qu'il y a beaucoup plus de ces activités pour les jeunes. Parce que des fois, les jeunes vont dans ces boîtes de nuit, c'est parce qu'ils n'ont nulle part ailleurs où aller. Mais s'ils avaient des activités qui étaient organisées pour eux, où ils pourraient apprendre la peinture, la danse, et pratiquer le sport, le basketball, le football, etc. Donc, ils auraient une autre alternative. Et ils seraient dirigés vers cette autre alternative et auraient un peu délaissé l'alcool. Donc, c'est ce qu'il nous faut, augmenter les programmes pour jeunes. Les programmes de vacances, oui, continuer avec quand les vacances sont finies, mais continuer avec pendant les week-ends. C'est ça. Quand est-ce qu'on peut s'attendre à des résultats concrets pour la caravane? Je pense que les résultats sont concrets et qu'on va les voir tantôt. Parce que ce que je pense, ce que les gens ne comprennent pas, ils vous disent, quand tu es président, tu as besoin de corps pour faire caravane. Est-ce que caravane, ça aboutit vrai? Non, mais c'est que, en fin de compte, ce sont des matériels alors de CNE qui étaient là et que personne ne s'en servait parce que personne n'avait de directive. Parce que la caravane en soi, comme elle a commencé, c'est une directive qu'elle donne. Ok, monsieur, matériel ça là, les pas rien, on nous prend, on nous mettait sur route ça, on a fait route là. Okay. Donc, les gens qui utilisent les matériels, c'était des gens de l'État,
parce que on n'a pas embauché de nouvelles personnes. Ce sont les employés qui étaient déjà là, qui étaient chez eux et que l'État continue à payer, qui vont maintenant travailler et qui sont très contents. Parce que quand la caravane devait laisser l'Artibonite pour aller dans le sud, j'étais là, j'ai lu la joie sur le visage de ces gens. De ces camionneurs, oui. Ouais, ils sentaient qu'ils contribuaient. Exactement, qu'ils contribuaient à quelque chose. Donc la caravane, c'est pas seulement l'agriculture. La caravane, c'est également les routes. La caravane, c'est également le curage des rivières. Parce qu'il y a des rivières, quand il pleuvait, la rivière alors laissait son lit, donc ça débordait et ça nuisait aux plantations, ça nuisait aux villes. Mais là maintenant, tous ces problèmes-là vont cesser. Donc c'est pas de l'argent en soi que la caravane coûte, parce que les gens qui travaillent alors au niveau de la caravane, c'était des employés de l'État que l'État continue à payer, mais maintenant ils travaillent. Donc ce que les gens ne voient pas, c'est que pour eux, il faut que ce soit maintenant qu'on voit. On veut des routes, on veut les routes maintenant. Mais il faut il faut donner le temps, trouver les équipements. Exactement. Et s'il y en a pas assez en commandé, ils sont dans le sud. Pendant qu'ils sont dans le sud, parce que me dit Jovenel, moi-même, et mois de juillet, faut route pour de paix. Exactement. Donc, CNE avait 2 usines d'asphalte. Oui. Ce qu'il a fait, il a envoyé une usine et va l'installer au niveau de la cule. Oui. Donc les gens se disent que ça allait commencer en juillet, elle ne voit rien. Mais même si vous ne voyez rien, mais il y a des mises en place à faire avant de commencer la route. Parce que cette tracée qu'on a là maintenant, elle n'est pas bonne. Parce qu'on a eu un cyclone, je ne me rappelle plus de quelle année, ça a complètement abîmé la route. Donc on a fait une autre étude, la route doit avoir une autre tracée. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Je pense que d'ici 1 mois ou 2, quand on aura fini cette étude-là, on pourrait vraiment commencer à voir. Mais en fin de compte, pour moi, je ne peux pas me plaindre parce que la route a commencé. Alors, comment est-ce qu'exactement ça fonctionne, la caravane? Comment la caravane fonctionne? Le président dit, tout matériel CNE, c'est pour le service peuple-là. Donc, au fur et à mesure, il y a des matériaux qui étaient en panne. Donc, il s'est arrangé avec les concessionnaires de la place qui lui fournit les pièces de rechange. Donc, il répare les matériels au fur et à mesure et les envoie sur le lieu de travail. Pendant que la caravane travaille, il y a des matériels également qui tombent en panne. Donc, il a des mécaniciens sur place qui retirent les anciennes pièces, exactement, les pièces défectueuses, les envoie aux concessionnaires qui vous envoient de nouvelles pièces. Donc, la caravane continue à fonctionner sans vraiment sentir les problèmes que le président et le groupe qui travaille avec lui est en train de gérer chaque jour. Mais la caravane, c'est pas seulement les équipements. C'est pas seulement fournir les équipements, il y a beaucoup plus. Non, la caravane, ce qu'il fait avant tout, parce que pour que le paysan cultive, il faut que l'eau soit disponible. Parce que même s'il laboure, même s'il plante, il ne peut pas avoir de résultat s'il n'y a pas l'eau. Donc, ce que la caravane fait avant tout, c'est mettre l'eau de disponible. Maintenant, quand l'eau est disponible, la terre est labourée, la terre est assez, et là, le paysan peut commencer à planter. Par exemple, les plantations ont commencé dans l'Artibonite. Les endroits où l'eau n'arrivait pas, maintenant il y a de l'eau. Le riz, les gens plantent le riz. Et c'est pas seulement le riz qu'ils plantent. Ils plantent les oignons, ils plantent la tomate. Mais pour moi, dans ma tête, c'était seulement le riz. Non, le riz, c'est une époque de l'année. Après cette époque, donc, ils empêchent l'eau d'arriver sur le terrain où il y avait du riz. Mais planter autre chose. Ils peuvent planter autre chose. Donc, en quelque sorte, ça apporte d'autres nutriments au sol qui permet à la prochaine récolte de riz. C'est une sorte d'engrais naturel. Exactement. Pour que lorsque la période de plantation du riz va venir, sur la terre sera prête. Exactement. Parce que ce qu'il manque au riz, la tomate et l'oignon, le calalou lui donne. Et maintenant, il replante le riz. Donc, c'est comme un cycle pour eux. Oui, ok. Et ça se fait dans les différentes villes, dans les différentes régions. Régions où il y a de grandes plantations. Ce qui fait aussi parce que les grandes plantations, même quand vous voyez de grandes plantations, c'est toujours un petit lopin de terre. Ce qu'il fait, il leur demande de se mettre ensemble. Donc, 50, 60 petits planteurs se mettent ensemble, ça réalise une grande plantation, mais là maintenant, ils plantent et peuvent vendre
leur plantation. C'est pourquoi dans l'Artibonite, il prévoit de mettre des moulins dans chaque grande parcelle. Un moulin pour chaque grande parcelle. Donc là, il aura moins de casse, il aura un riz de meilleure qualité, etc. On entend beaucoup parler de caravane, mais beaucoup de personnes ne savent pas exactement comment ça fonctionne. Oui, le caravane fait couler beaucoup d'encre. C'est ça. Et quelle est la mise en place aussi, les structures qu'il faut mettre en place, les efforts à faire pour que ça marche. C'était des structures qui étaient déjà là, mais dont personne ne s'en servait. Donc, on n'a fait que remettre en place, la machine en branle. Oui. C'est tout. Ok. Eh bien, oui, on a parlé tout à l'heure de Jovenel et vous, et comment vous étiez toujours à ses côtés pour lui donner des conseils. Mais est-ce qu'il arrive des fois que c'est le contraire, qu'il vient et vous demande conseil sur certaines choses? Oui. Parce que ça m'arrive aussi quand je dois faire quelque chose et que je ne sais pas trop, est-ce que je dois le faire de telle façon ou bien est-ce que je dois le faire tout court? Des fois, je lui demande. Parce que je dois le reconnaître, il a toujours été plus sage que moi. Moi, les femmes, en général, ont cette réputation d'être un petit peu plus impulsives. C'est ça, il a toujours été plus sage. Donc, quand c'est quelque chose qui demande un peu de sagesse, je vais pour les jours, qu'est-ce que tu penses? Je vais faire telle chose, telle chose, telle chose. Non, fais ça de telle façon, de telle façon, de faire. Ok, tu peux le faire de telle façon. Donc, il est également mon conseiller, c'est vice-versa. C'est vice-versa. Mais c'est bien. Mais la présidence n'a pas affecté votre vie à deux, votre vie conjugale? Non, pas vraiment. Il n'a pas changé? Vous n'avez pas changé? Pas vraiment. Vous gardez les pieds sur terre? Oui, on garde les pieds sur terre. On garde les pieds sur terre parce qu'on se donne du temps. Oui, ça c'est important. On se donne du temps. Oui. Donc, quand il laisse, par exemple, s'il laisse à 6 heures, il laisse à 7 heures, il vient à la maison. Donc, on se partage nos journées. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je lui ai dit non, il fallait pas faire ça comme ça. Fais ça de telle façon, de telle façon. Donc, on se partage nos journées. Il y a toujours cette complicité qui existe encore. Et qu'on tient à garder parce que, au bout du compte, c'est tout ce qui nous reste. J'ai l'impression que c'est ce que fait le pouvoir. Parce que quand le pouvoir vous monte à la tête, vous perdez contrôle de tout. C'est ça. Il faut garder le contrôle. Oui, en effet. Oui, c'est bien. Parce que si vous n'avez pas le contrôle, quelqu'un d'autre l'aura. Oui. Et cette personne va vous contrôler. Mais vous avez beaucoup de travail, moi j'imagine. Oui, beaucoup. Et à tous les niveaux. À tous les niveaux, en effet. À ma dernière réunion avec la ministre de la Santé, on parlait de la couverture vaccinale. On doit planifier pour que tous les enfants aient leur vaccin. Parce que c'est en grande partie ce qui empêche aux enfants d'arriver à 5 ans. Parce qu'ils meurent avant l'âge de 5 ans à cause des maladies pour lesquelles ils ne sont pas protégés. Donc, la majeure partie du temps, les vaccins sont là, les gens sont là. C'est la gestion de tout ça. Exactement. Mais il faut juste une campagne où on met tout ensemble, où on met la machine en branle. C'est en quelque sorte comme la caravane. Tout est là, il faut juste mettre ça en branle et puis démarrer. C'est ça. Donc, je pense que c'est très important, la vaccination, au point de vue santé pour les enfants. Alors, vous avez un message pour nous, les femmes? Vous êtes la première femme et vous avez les yeux rivés sur vous. Quel conseil est-ce que vous avez pour nous, les femmes? Message pour toutes mesdames, moi, m'a dit, pas décourager, parce que la vie est en fait très difficile, mais bon Dieu